Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Leur nom ressemble à des créatures fantastiques plutôt inquiétantes. Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogène. Ces charmantes petites choses sont à l'origine de beaucoup de dégâts chez l'humain et sont activement recherchées, pistées et tracées pour limiter leur propagation. Il ne s'agit pas d'animaux ni de virus, mais bien de bactéries. Plus précisément, des bactéries qui se nichent dans nos aliments et peuvent provoquer dans nos estomacs de petits ouragans. Bien sûr, ces micro-organismes ne datent pas d'hier et un arsenal de réglementations a été établi pour limiter la conséquence de leur présence, l'intoxication alimentaire. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs pour une émission qui, je l'espère, ne vous coupera pas l'appétit. Et en plateau avec nous pour parler de ces bactéries à l'origine d'infections alimentaires, nous recevons Sandrine Guillou, microbiologiste et directrice de l'unité Secalim. Bonjour. Bonjour. Cette unité étudie le comportement bactérien à l'échelle cellulaire notamment et elle évalue également les risques sanitaires. Secalim, c'est une unité mixte de recherche INRAE et ONIRIS. Dans cette émission également, Nolwenn, bénévole au Labo des Savoirs, va nous raconter l'histoire de la célèbre intoxication alimentaire des habitants de Pont-Saint-Esprit en 1951 qui ont souffert de quelques hallucinations. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Ils reviennent régulièrement dans l'actualité, les scandales d'intoxication alimentaire. En 2022, on peut citer les pizzas de la marque Buitoni, infectés par Escherichia coli par exemple, ou les œufs au chocolat Kinder contaminés à la salmonelle. Dans ces cas-là, il y a les bactéries à l'origine des maladies, bien sûr, mais il y a aussi les conditions de production des aliments que l'on ne doit pas oublier dans l'équation. En 2019, on a dénombré 16 000 cas de toxi-infection d'origine alimentaire. Alors, Sandrine Guillou, les symptômes de ces bactéries ressemblent parfois à ceux d'autres maladies. Est-ce qu'il est possible que ce nombre de 16 000 cas soit sous-évalué ? C'est même certain en fait parce que il y a des bactéries pour lesquelles on va souvent avoir des symptômes qui sont assez reconnaissables, comme par exemple staphylocoque, ça provoque des vomissements très importants et assez rapidement parce que c'est lié à la production d'une toxine au sein même de l'aliment et du coup dès l'ingestion ou quelques heures après se produisent des vomissements. Donc là, je pense que c'est assez violent et si ça conduit en fait à une consultation médicale, on peut imaginer que s'il y a recherche, on va savoir identifier l'intoxication. Le souci, c'est que assez souvent, finalement, on ne va pas voir son médecin et on se dit ça va passer. Donc c'est tous ces cas, on va dire, symptomatiques, mais qui pour le coup ne conduisent pas à une consultation médicale, qui peuvent du coup conduire à des sous-estimations. Les chiffres que vous avez donnés sont des toxi-infections collectives ou simplement des toxi-infections alimentaires ? C'est une bonne question. Alors moi, c'est un chiffre que j'ai tiré d'un article de The Conversation et je crois que c'est tous les types de toxi-infections. D'accord. Mais à revérifier. Parce qu'en fait, une toxi-infection alimentaire collective, c'est une toxi-infection qui va se produire pour plusieurs personnes, pour plus de 2 personnes, et dont l'origine est commune. Et ça, c'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que si un médecin se rend compte qu'un de ses patients a une toxi-infection et que finalement, il peut y avoir une origine commune, ça sera nécessairement recensé puisque c'est une déclaration obligatoire. Après, c'est vrai que tous les autres cas de toxi-infection qui seraient, on va dire, isolés, peuvent effectivement passer sous silence puisque je pense qu'on est tous un peu comme ça. On ne va pas nécessairement voir son médecin dès qu'on a un petit souci digestif.
Donc difficile d'avoir un chiffre pertinent, enfin qui est représentatif réellement des cas de toxi-infection. Pendant mes recherches pour préparer cette émission, je suis tombée sur un article, le fameux article de The Conversation dont je tire ce chiffre, qui a été écrit par Marianne Chemali, qui est docteure en microbiologie alimentaire à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Et donc la chercheuse a recensé dans l'article les principales bactéries qui sont responsables des intoxications alimentaires. On va en parler d'une dans cette émission en détail, mais je vous propose qu'on les passe un petit peu en revue rapidement ensemble pour se les présenter déjà. Donc le premier, l'ennemi public numéro 1, ça semble être Campylobacter, qui serait la première cause de toxi-infection alimentaire en Europe et en France. Alors, Campylobacter, c'est aussi la première cause de zoonose d'origine alimentaire. Là, pour le coup, c'est vraiment une bactérie qui est pour lesquelles les cas sont sous-évalués à coup sûr, parce que c'est une bactérie qui produit des symptômes un peu semblables à Salmonelle, pour la plupart du temps, en fait, lorsqu'il n'y a pas de complications. Donc ça veut dire que du coup, il y a beaucoup de cas qui doivent être sous-estimés. Malgré tout, c'est la première cause en Europe, même si finalement son nom n'est pas très connu, ni du grand public en général en fait. Quand on parle de Campylobacter, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est cette bactérie. Et ce qui ne facilite pas les choses, c'est que sa recherche est difficile parce que c'est une bactérie qui a des conditions de culture qui sont assez strictes. Elle nécessite une toute petite quantité d'oxygène, une température particulière, ce qui fait que, au niveau des laboratoires aussi, d'analyse, on ne la recherche pas forcément, alors que la salmonelle est beaucoup plus facile à trouver. Alors restez à l'écoute de cette émission parce que Campylobacter, on va en parler en long, en large et en travers. Vous avez parlé tout à l'heure de zoonose. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une maladie, c'est une infection qui est transmise de l'animal à l'homme. Alors ça peut avoir pour origine un contact. Par exemple, on note des cas de zoonose. Par exemple, il y a eu pas mal de cas qui se sont produits suite, par exemple, à des visites de fermes pédagogiques par les enfants qui touchent les animaux, qui du coup ensuite mettent leurs mains à leur bouche. Donc ça peut provoquer du coup des zoonoses par contact. Il existe aussi des zoonoses par consommation d'eau. Et puis, il y a aussi les zoonoses qui sont liées donc à la consommation d'aliments. Alors, le point commun de toutes ces zoonoses, c'est l'animal vers l'homme, en fait. C'est une intoxication qui est liée à l'animal et qui se produit chez l'homme. Alors, une deuxième zoonose, et on en a un peu parlé, c'est Salmonelle, qui serait la première cause de toxi-infection alimentaire collective en France. Oui. Alors, salmonelle, effectivement, je pense que c'était une cible importante qui a fait l'objet du coup de plans de surveillance qui ont plutôt bien fonctionné, puisqu'en fait, le nombre de toxi-infections alimentaires collectives liées à salmonelle a nettement diminué depuis le moment où on a commencé à faire ces recherches, ces plans de surveillance. Et aussi, il y a des mesures qui sont prises au niveau des abattoirs pour en fait détecter les poulets qui sont porteurs de cette bactérie. Et du coup, il y a une sorte de tuilage de ces poulets qui sont positifs pour éviter la contamination de ceux qui ne sont pas porteurs. Donc ça a porté ses fruits puisqu'il y a vraiment eu une nette diminution de ce nombre de toxi-infections alimentaires collectives associées à salmonelle. On en a encore deux petits qui sont importants, des bactéries qui nous causent des soucis. Listeria monocytogène, j'espère que je la prononce bien, qui, semblerait-il, est un cas isolé et assez difficile à tracer. C'est quoi Listeria ? Alors, Listeria monocytogenes. Je savais bien que je le prononçais mal. Donc, c'est une bactérie qui, finalement, pour les personnes qui sont bien portantes, ne va pas générer véritablement de maladies. On peut parfois être amené à consommer des Listeria sans pour autant être malade. Ce qui pose souci, c'est principalement certaines populations. C'est les jeunes enfants et les femmes enceintes.
puisque les femmes enceintes, potentiellement, si elles consomment des produits qui contiennent Listeria monocytogenes, ça peut conduire à des accouchements de nouveau-nés décédés, des avortements. Ça peut avoir des conséquences assez graves. Et puis, les personnes âgées aussi qui sont plus sensibles peuvent aussi avoir des soucis avec cette bactérie. Et puis, les jeunes enfants également. Donc, Listeria monocytogenes, c'est une bactérie qu'on trouve un petit peu partout et qui a la faculté, en fait, de se multiplier aussi dans le frigo. C'est pour ça que c'est une bactérie qui fait l'objet de pas mal de mesures réglementaires pour que justement son nombre soit maîtrisé dans l'assiette du consommateur au moment sur les produits prêts à être consommés. Alors un petit peu partout, ça veut dire des produits laitiers, carnés, des légumes. Voilà, on peut la trouver on dit qu'elle est ubiquitaire. Elle est présente dans les produits végétaux, dans alors on parle aussi souvent d'elle lorsqu'il s'agit de fromage au lait cru, puisqu'on en trouve dans ces fromages-là, mais c'est pas la seule source en fait. On la trouve un petit peu partout, Listeria. Alors la dernière de notre liste, c'est Escherichia coli. Là encore, j'ai un doute sur la façon dont je le prononce. Et alors là, c'est particulièrement retors cette bactérie puisqu'elle s'attaque particulièrement, par exemple, aux enfants. Alors, c'est pas tous les Escherichia coli. Et c'est vrai que souvent, lorsqu'on en parle dans les médias, on parle souvent de la mauvaise, on va dire, de celle qui est pathogène, puisque tous les Escherichia coli ne sont pas pathogènes. On en a plein dans nos tubes digestifs qui ne sont pas pathogènes. Les Escherichia coli qui sont pathogènes, c'est ce qu'on appelle les VTEC, les ESTEC, qui produisent une toxine particulière qui est responsable d'un syndrome urémique. Alors c'est ça qui fait parler d'elle. C'est que du coup, ça peut conduire chez les jeunes enfants à des insuffisances rénales et puis à des hospitalisations, des choses très sévères. Et c'est cette bactérie-là qui a été à l'origine du scandale des pizzas Buitoni. Mais ce n'est pas tous les Escherichia coli. En fait, Escherichia coli, souvent dans les aliments, on le recherche comme un critère d'hygiène. Puisqu'Escherichia coli, c'est un indicateur de contamination fécale, puisqu'on en a tous les animaux en ont dans leur tube digestif, pour du coup avoir des éléments concernant l'hygiène du procédé. On recherche souvent Escherichia coli, mais c'est pas si grave s'il est là. Il ne faut pas qu'il soit trop présent, puisque du coup, s'il est trop présent, ça veut dire que potentiellement, il y a peut-être des pathogènes qui vont l'être aussi. C'est vraiment un indicateur d'hygiène. Là où c'est problématique, c'est quand on trouve ces fameux VTEC, ESTEC. Alors, on a parlé de toutes ces bactéries qu'on retrouve le plus souvent. À l'origine des intoxications alimentaires en France, il y a principalement des produits d'origine animale. Donc, les poissons, produits de la mer et les produits à base d'œufs, c'est autour de 16% des causes d'intoxication alimentaire. La viande et les produits carnés, c'est ce que vous étudiez d'ailleurs, c'est le plus important, c'est 18,9%, donc disons 19%. Pourquoi est-ce que ces zoonoses, en tout cas, pourquoi ça vient principalement des animaux ? Alors, en fait, ça vient des animaux parce que justement, c'est l'origine des contaminations, avant tout, c'est les matières premières. Alors, c'est vrai que pour les animaux, la contamination, elle vient principalement du tube digestif de l'animal, de la peau et qui est en contact avec le sol, par exemple. Et donc, ces bactéries, au cours du procédé d'abattage, peuvent se retrouver sur le muscle qui va devenir la viande. Donc ça, c'est une première source de contamination. Après, ce qui va faire que ces bactéries-là vont créer des toxi-infections alimentaires, principalement dans la viande, c'est que du coup, il se trouve que le muscle de la viande est un substrat idéal pour les bactéries. Ça veut dire qu'il y a tous les nutriments nécessaires à leur croissance, il y a un pH adapté à leur croissance, ce qui fait que du coup, en fait, les bactéries, elles s'y plaisent. Et elles se multiplient amplement. Les produits qui auraient un pH acide seraient moins propices au développement bactérien, plus propices par exemple à des développements de moisissures ou de levures. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup de toxi-infections dues aux aliments d'origine animale,
Pour autant, les végétaux génèrent aussi des toxi-infections alimentaires parce que parfois on se dit, par exemple, oh, c'est une salade que j'ai dans mon frigo, c'est pas grave si je la mange après la date. C'est une idée reçue puisqu'en fait, de la même façon, les végétaux, les matières premières végétales sont également contaminées naturellement par le sol. Là, c'est par l'intermédiaire des téguments, de la peau, puisqu'il y a la terre, le contact avec la terre. Donc, un aliment qui ne serait pas correctement nettoyé, épluché, pourrait également créer des toxi-infections alimentaires. Donc il faut rester prudent, que ce soit animal ou végétal, avoir les bonnes pratiques. Oui. Vous êtes microbiologiste, Sandrine Guillou, et vous ne travaillez pas dans un laboratoire de contrôle qui pourrait surveiller les industriels ou le processus, mais dans un labo de recherche. Et vous étudiez donc les bactéries pour mieux les connaître, et par exemple, vous allez sur le terrain, dans les abattoirs, pour récolter des données. C'est ça, c'est qu'en fait, la particularité de notre unité de recherche, c'est qu'on fait de la recherche finalisée. Alors ça veut dire quoi de la recherche finalisée? C'est assez appliqué en fait. Donc on ne fait pas de la recherche fondamentale. On essaie de comprendre le comportement bactérien. Donc des bactéries pathogènes, mais pas seulement, des bactéries aussi qui génèrent des phénomènes d'altération des produits, des odeurs, des textures altérées. Et donc, on va pour cela s'intéresser à des cas pratiques assez clairs. Donc, c'est vrai, comme on travaille beaucoup sur Campylobacter et qu'il est présent sur la viande de volaille, on est amené à aller regarder dans les abattoirs, à aller collecter des données, c'est-à-dire à aller collecter des morceaux de peau de poulet, des morceaux des viscères de poulet qu'on va analyser, pour lesquels on va aller rechercher, isoler des bactéries. Et ces bactéries-là, après, on va essayer de comprendre pourquoi elles résistent, par exemple, à certaines conditions du procédé, pour justement être en mesure de trouver des leviers de maîtrise de ces bactéries. Donc, parce que, par exemple, Campylobacter, c'est une bactérie qui, comme je disais tout à l'heure, a besoin d'oxygène, mais finalement pas trop, parce que sinon, ça génère un stress. Donc, ça peut amener, par exemple, à des leviers de maîtrise par rapport au conditionnement de la viande sous atmosphère protectrice, ou par exemple une atmosphère qui va être enrichie en oxygène va permettre de limiter la survie de cette bactérie. Donc voilà, donc on va avoir des recherches qui peuvent être pour lesquelles on va avoir recours à des méthodes moléculaires pour essayer de regarder au niveau de l'expression des gènes comment la bactérie se comporte, comment elle réagit à un stress froid, chaud, plutôt associé à un procédé alimentaire. Et à l'issue de ces travaux, on espère pouvoir donner des clés pour justement mieux maîtriser ces bactéries au niveau des procédés. Donc mieux la connaître pour savoir comment mieux limiter sa propagation ou non. Campylobacter, vous l'avez dit, on le trouve notamment sur la chair du poulet, sur 72% des poulets de chair d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu comme chiffre, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'en fait c'est une bactérie qui est résidente du tube digestif des volailles, donc elle est présente, c'est ce qu'on appelle la prévalence. 70, ça veut dire que 72% des poulets en élevage sont positifs à Campylobacter. Donc ça, c'est vrai que c'est problématique parce qu'en fait, on a du mal après au niveau de l'abattoir, malgré toutes les précautions qui sont prises pour les différentes opérations, on a du mal à limiter les contaminations au cours du procédé. Et alors, Campylobacter, quand il se retrouve dans notre nourriture et puis finalement dans notre intestin, il nous fait quoi ? Alors, la plupart du temps, il génère des symptômes assez classiques, c'est-à-dire diarrhée, vomissement. Dans de rares cas, il peut y avoir des complications et qui sont quand même sévères. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. Ça provoque des paralysies qui se résorbent dans la plupart des cas, mais qui sont quand même... Les personnes sont quand même bien diminuées et puis elles ont quand même du mal à retrouver leur mobilité après un certain temps. Donc c'est vrai que c'est un syndrome neuroparalytique du coup qui est généré donc par la bactérie. McDonald's でサラリーマンがバーガー買ったガソリンスタンドで
カップヌードルを食べたいぜバカにしないでね上を向いて元気バカにしないでねほら上を向いて元気ほら元気Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. C'était Genki de Ali et Transistor Cake. Vous êtes bien de retour au Labo des Savoirs et nous sommes en compagnie de Sandrine Guillou, microbiologiste et directrice de l'unité Sécalim à Nantes. Alors, juste avant la petite pause, nous parlions de Campylobacter, ami des gastro-entérites, qui n'est donc pas forcément sympa avec nos intestins, mais il existe des effets secondaires bien plus étranges aux infections alimentaires. C'est ce qui a été expérimenté par les habitants de Pont-Saint-Esprit il y a plus de 70 ans. Nolwenn nous raconte. Aujourd'hui, la composition de ce qui se trouve dans nos assiettes revient régulièrement au cœur des discussions lorsqu'on parle de bonne santé. On analyse nos aliments dans les moindres détails pour y déceler ce qui pourrait impacter notre organisme. Effectivement, la présence d'une molécule ou d'une bactérie peut avoir de graves conséquences, comme c'est le cas lorsque certaines souches de la bactérie Escherichia coli ou de salmonelle sont ingérées. Dans les situations les plus graves, une intoxication infantile par l'une ou l'autre de ces bactéries peut entraîner la mort des individus touchés. Fort heureusement, les graves incidents d'intoxication actuels sont exceptionnels, non seulement parce que nous sommes plus vigilants, mais également parce que la surveillance alimentaire nous permet d'analyser et de soigner les personnes intoxiquées plus efficacement. En France, l'épisode d'intoxication alimentaire le plus tristement célèbre est probablement celui de 1951. Cette épidémie a touché tout le territoire, mais la commune de Pont-Saint-Esprit dans le Gard se démarque pour comptabiliser le plus de décès. Les victimes sont prises de vomissements, de douleurs gastriques, voire même de crises de folie accompagnées d'hallucinations. La cause probable ? Le pain, dont la farine est issue du seigle. Mais pourquoi accuser cette céréale ? Eh bien parce que le seigle est la plante hôte d'un champignon parasite, l'ergot de seigle. Ce champignon, au doux nom de Claviceps purpurea,
produit des alcaloïdes. Ce sont des molécules à base azotée, le plus souvent d'origine végétale. L'article de 2004, publié par Marie-Hélène Guizel et Francis Trottin, analyse les alcaloïdes synthétisés par l'ergot de seigle. Parmi eux, le principal suspect est l'acide lysergique. Une forme dérivée de cet alcaloïde retient l'attention des auteurs, et pardonnez-moi d'avance pour le nom barbare, il s'agit du 25e diéthylamide de l'acide lysergique, aussi connu sous le nom de, je vous le donne en mille, LSD. Les effets du LSD se font ressentir entre 15 minutes et 1 heure après la consommation, la rapidité de l'apparition des symptômes variant selon la quantité ingérée. Et si cette molécule peut autant affecter le corps humain, c'est en raison de sa forte ressemblance structurale avec des composés chimiques sécrétés par notre propre corps. Et il s'avère que le fameux 25e diéthylamide ressemble à la sérotonine, une hormone qui intervient entre autres dans la gestion de notre humeur et sensibilité émotionnelle. Le LSD est également similaire à la dopamine, composé chimique intervenant lors des moments de bien-être. Comme ces trois molécules se ressemblent, les cellules de notre organisme s'y perdent. C'est pourquoi lorsqu'on consomme du LSD, il influence nos fonctions neurophysiologiques, notre humeur et notre sensibilité. En interférant avec ces deux voies neuroactives, le LSD provoque les symptômes dont ont souffert les habitantes et habitants de Pont-Saint-Esprit en 1951. Puisqu'en plus de déstabiliser notre gestion de l'humeur, le LSD est aussi capable de déclencher des crises de convulsions, voire entraîner le coma. Jusque-là, la piste d'une intoxication massive par LSD à cause de récoltes infectées d'ergot de seigle reste donc une des plus probables. Toutefois, d'autres causes sont avancées pour expliquer l'événement car aucune trace d'alcaloïde n'a été trouvée dans les farines. Par exemple, cela pourrait être dû à une intoxication au mercure ou à un composé de blanchiment de farine, la gêne. Le mystère de cette intoxication massive n'est donc pas entièrement résolu, même 70 ans plus tard. Finalement, cette épidémie de 1951 est un bon exemple pour illustrer l'intérêt et l'importance des contrôles alimentaires du point de vue microbiologique. Et pour conclure cette chronique sur l'ergot de seigle, je ne peux que vous conseiller d'arrêter le pain. Manger des Queen c'est moins risqué. Merci beaucoup Nolwenn pour cette chronique. Alors, on a parlé de plein de bactéries qui n'étaient pas forcément très sympas avec nous. Quels conseils on peut donner à nos auditeurs pour limiter les risques de contamination? Quelles sont les bonnes pratiques déjà chez nous quand on prépare des aliments? Alors, il y a un certain nombre de toxi-infections alimentaires qui sont liées effectivement à ce qu'on fait en tant que consommateur dans nos cuisines. Souvent, ce qu'on conseille, c'est pour décongeler les produits alimentaires. Souvent, par exemple, on va mettre nos poulets dans le congélateur parce que ça nous permet d'avoir plus de souplesse en termes de conservation. Mais après, un poulet, c'est un peu long à décongeler. Et il faut du coup qu'on utilise une pratique de décongélation qui ne favorise pas le développement bactérien. Parce que ce qui n'est pas toujours clair en fait pour les consommateurs, c'est que la congélation ne tue pas les microbes. La congélation les endort simplement. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où les conditions redeviennent favorables, c'est-à-dire quand la température devient favorable à leur multiplication, eh ben, ils vont se remultiplier. Donc c'est aussi pour cette raison qu'un produit qui est très contaminé qu'on met au congélateur ne va pas forcément être consommable après décongélation puisqu'il n'y a pas de miracle. La congélation ne va pas assainir le produit. Donc, comment est-ce qu'on décongèle un produit de ce type-là? Il y a plusieurs façons de faire, mais il faut éviter, en tout cas, la décongélation à température ambiante, parce qu'elle va être lente. Et du coup, la température extérieure va rapidement être favorable au développement bactérien, tandis que la température à cœur, elle va rester longtemps très froide. Donc on va plutôt favoriser les méthodes pour lesquelles la croissance microbienne est ralentie, c'est-à-dire soit on le fait au réfrigérateur, soit on peut le faire aussi dans le micro-ondes parce que c'est assez rapide et qu'on va cuire directement derrière. Donc il y a un certain nombre de pratiques comme ça à adopter en termes de décongélation. Pour ce qui est des contaminations croisées, ce qu'on appelle les contaminations croisées, c'est le fait de manipuler des produits alimentaires qui n'auraient pas le même niveau de contamination et de les mettre en contact, alors pas forcément les uns avec les autres directement, mais par le biais des ustensiles qu'on va utiliser. Donc par exemple, typiquement, on utilise tous des planches à découper pour préparer nos aliments. Si par exemple on découpe une escalope de poulet sur une planche à découper
qu'on ne nettoie pas ou qu'on nettoie mal et qu'ensuite on découpe des crudités qu'on ne va pas cuire, automatiquement, les bactéries qui étaient présentes sur les escalopes vont se retrouver sur les crudités qui, elles, ne vont pas subir de traitement thermique. Donc, on va reconsommer les aliments. Donc, avec ces contaminations. Donc, les contaminations croisées, c'est vraiment ce qui fait l'objet de la plupart des recommandations qui sont faites par les autorités de santé. C'est vraiment soit avoir 2 planches à découper, une pour les produits type viande et puis une pour les crudités, et puis surtout bien les nettoyer pour éviter justement de transférer d'un aliment à l'autre la contamination. Et pour la congélation, ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas laisser son poulet se décongeler dehors. Tranquillement. Voilà, il faut le décongeler le plus rapidement possible. Alors depuis le début de cette émission, on ne parle de ces bactéries que comme des micro-organismes qui sont pathogènes. Est-ce que c'est uniquement le cas ? Non, les bactéries ne sont jamais toutes seules et puis elles ne sont pas toutes pathogènes, elles interagissent avec d'autres bactéries. Ces interactions d'ailleurs représentent un tout nouveau champ de recherche et elles amènent à un mot-clé de ces dernières années, le microbiote. Alors Sandrine Guillou, il y a donc aussi un microbiote des bactéries des aliments. Tout à fait, donc c'est vrai que ce dont on parle en ce moment, c'est surtout le microbiote intestinal qui fait l'objet d'un très grand projet là, qui s'appelle le French Gut, qui vient d'être lancé, qui va avoir pour objectif de collecter les selles de pas mal de personnes pour justement défricher un petit peu ce nouveau champ en relation avec la santé. Mais on parle aussi de microbiote pour l'aliment. C'est dès lors qu'il y a des communautés bactériennes qui sont présentes sur les aliments. Alors effectivement, les aliments sont naturellement contaminés et par de nombreuses bactéries. Et parmi ces bactéries, les bactéries pathogènes sont minoritaires. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Nous, on le sait, puisque effectivement, quand on a recours de plus en plus à ce qu'on appelle la caractérisation du microbiote des aliments, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher quelles sont les bactéries qui sont présentes sur les aliments. Et on voit bien que quand on fait ces recherches, on va dire un peu large pour justement avoir l'ensemble des communautés, on a parfois du mal à retrouver les bactéries pathogènes au sein de toutes ces communautés parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Alors parmi ces bactéries qui constituent ce qu'on appelle le microbiote alimentaire, il y a souvent beaucoup de bactéries lactiques qui sont les bactéries qu'on utilise de manière intentionnelle pour faire des fermentations, des fermentations de la choucroute, du lait, voilà. Mais il y a aussi tout un tas d'autres bactéries, alors qui peuvent être justement, qui peuvent avoir un intérêt technologique, là, comme on l'a dit, lorsqu'on les ajoute intentionnellement pour fabriquer le produit, mais ça peut avoir aussi des intérêts, on va dire, de préservation. C'est ce qu'on appelle la biopréservation. Donc des bactéries qui ne sont pas toutes pathogènes, mais en plus qui ont un rôle à jouer dans la conservation ou la préservation de nos aliments. Et ces bactéries, entre elles, est-ce qu'elles interagissent ? Est-ce que la présence de bactéries révèle l'absence ou la présence d'autres bactéries ? Est-ce qu'on peut s'en servir ? Jusqu'à présent, les recherches qui étaient menées sur les bactéries pathogènes portaient sur des cultures pures, ce qu'on appelle les cultures pures, c'est-à-dire qu'on cherchait à savoir comment une bactérie pathogène se multiplie lorsqu'elle est toute seule, comment une bactérie est détruite par un traitement thermique, par exemple, toute seule. On avait l'habitude d'étudier les bactéries pathogènes à l'état isolé. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres bactéries qui étaient présentes et que potentiellement ces bactéries-là pouvaient influencer la multiplication des bactéries pathogènes et également avoir un rôle sur leur inactivation. Mais aujourd'hui, on en est au balbutiement en fait de ces études-là, puisque tous les modèles mathématiques qui permettent de prédire l'inactivation des bactéries ou leur croissance, les bactéries pathogènes, et tous ces modèles portent sur des cultures pures et en l'absence des autres bactéries qui les environnent. Nous, dans nos travaux, on aimerait pouvoir utiliser justement cette connaissance du microbiote alimentaire pour améliorer les modèles de prédiction et tenir compte
des bactéries qui environnent ces bactéries pathogènes. Donc les interactions, il y en a certainement. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de communautés différentes et qu'il y a une forte variabilité biologique. Ça veut dire que même pour un produit alimentaire, on va faire des analyses, on va trouver des choses qui peuvent différer d'un produit à l'autre et ça va être compliqué. Donc ce qui est parfois difficile, c'est de trouver les méthodes statistiques qui permettent après de faire le lien entre ce qu'on trouve dans un produit et l'inactivation qu'on va avoir. Donc vraiment une richesse, un écosystème de bactéries qu'on a encore à découvrir et on est au balbutiement d'une nouvelle recherche finalement. Donc on a parlé de ces bactéries pour l'instant d'un point de vue vraiment microbiologique, mais autour de ces petits micro-organismes se développe tout un arsenal réglementaire pour les industriels, puisqu'il s'agit de bactéries qui peuvent être potentiellement pathogènes et donc qui doivent être contrôlées, dont la présence doit parfois être limitée. Alors aux États-Unis, par exemple, on a le droit de mettre des produits chimiques sur la peau des poulets pour tout tuer. Comme ça, c'est radical. Pas en Europe. Chez nous, il y a 2 types de critères, les critères de sécurité et les critères d'hygiène. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence entre ces 2 grands types de critères réglementaires? Oui, donc en fait, on part du principe qu'aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est dangereuse en fait pour le consommateur. Il y a ce qu'on appelle, du point de vue réglementaire, le paquet hygiène. Donc c'est un ensemble de textes réglementaires qui régissent en fait toute cette réglementation. Alors les critères microbiologiques de sécurité concernent principalement des bactéries pathogènes, c'est-à-dire qu'on va considérer par type d'aliment les bactéries pathogènes qu'il va falloir cibler. Et le critère de sécurité va se présenter soit sous la forme de l'absence de la bactérie dans une quantité de produit, soit sous la forme d'une concentration d'un nombre de bactéries qui ne doit pas être dépassé par quantité de produit. Parce que si donc il y a la présence de cette bactérie ou une concentration, le produit est vraiment retiré tout de suite. Voilà, donc ça suppose un retrait du produit, donc un rappel du produit dès lors que ces critères de sécurité ne sont pas respectés. Ce qui n'est pas le cas du critère d'hygiène. Voilà, donc pour les critères d'hygiène, alors c'est des critères qui vont plutôt concerner, comme je disais tout à l'heure, on va retrouver dans ces critères d'hygiène par exemple l'Escherichia coli, qui va lui aussi, alors on va dire, il ne faut pas qu'il y ait plus de, alors c'est souvent des puissances de 10 dont on parle pour les contrôles microbiologiques. Donc il va falloir que la concentration soit inférieure à une certaine valeur. Et si on dépasse cette valeur-là, alors dans un plan d'échantillonnage, ce n'est pas une valeur, il y a un certain nombre d'échantillons à analyser. Et au sein de ces différents échantillons, si on dépasse le critère, ça ne nécessitera pas le retrait du produit, mais on signifiera au fabricant qu'il doit revoir le procédé pour améliorer les pratiques d'hygiène. Et je crois que Campylobacter, que vous étudiez, a récemment changé de critère. En tout cas, il est arrivé dans un critère où il n'était pas à l'origine et ça peut poser quelques problèmes aux industriels. Voilà, donc en fait, Campylobacter n'était pas un critère de sécurité, il n'est toujours pas un critère de sécurité. Donc depuis 2018, les carcasses de poulet de chair sont soumises à un critère d'hygiène qui fait qu'il ne faut pas retrouver plus de 1000 campylos par gramme de carcasse. Là aussi, il y a un plan d'échantillonnage. Sinon, là aussi, il n'y a pas de retrait puisque c'est de toute façon toujours un critère d'hygiène. Et ça pose quand même souci aux industriels pour l'exportation, en fait, puisque du coup, il y a la réglementation, mais il y a aussi la possibilité pour ceux qui veulent importer des poulets français d'indiquer dans le cahier des charges qu'ils ne veulent pas de poulets contaminés à Campylobacter. Donc ça pose des soucis vis-à-vis de la concurrence internationale, puisque tous les pays ne sont pas soumis à la même réglementation, et puis tous les pays n'ont plus la même prévalence en Campylobacter au niveau des poulets. Parce que les pays, par exemple, je crois que c'est les pays du Nord, où il y a moins de soucis avec cette exportation-là, puisque le Campylobacter se développe moins. Alors, on se dit que, comme ce sont pour les pays nordiques, alors il y a le climat qui leur est certainement favorable, puisqu'il fait plus froid.
Donc en général, ils ont moins ce souci-là. Et puis, la plupart des poulets de chair qui sont abattus par les pays nordiques sont congelés. Donc en fait, ils ont développé des pratiques au niveau de l'abattoir. Ils dépistent souvent directement les poulets pour savoir s'ils sont porteurs de Campylobacter, et ceux qui sont porteurs sont destinés à être congelés. Ce qui fait que du coup, les poulets frais sont généralement exempts de Campylobacter et ils n'ont pas ce souci-là. En France, ce ne serait pas possible en fait de congeler l'ensemble de nos poulets parce que la congélation, je ne l'ai pas dit, mais la congélation a un effet assez défavorable sur Campylobacter. C'est une des seules bactéries, parce que j'ai dit tout à l'heure que ça n'assainissait pas. Mais Campylobacter a cette particularité de ne pas aimer trop la congélation et on constate une diminution de sa concentration suite à la congélation. Donc si vous voulez congeler votre poulet pour essayer de vous débarrasser de Campylobacter, c'est possible à condition de bien le décongeler comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. On écoute Bones de Tokayo et on revient juste après la musique pour parler encore un petit peu de sécurité alimentaire. You know with all the love we bring, you got to get up and sing. Just keep on dancing, yeah. I know you can't stand it, gotta keep on dancing. Free for aching soul, baby don't you know? Feel it when you're staring at your phone. Red light, green light, yellow light, blue light. It ain't so, it ain't so, it ain't so, it ain't so, waiting for the time that you got to let go. Waiting for the sun to turn to gold. You know we're still waiting, yeah. For the warmest to feel cold. Feeling like I'm just me too need them. Feeling like to need them. Keep on dancing, just keep on dancing, yeah. No, you can't stand it, gotta keep on dancing. Oi, me to need them. Keep on dancing. I know you can't stand it, gotta keep on dancing. Feel it in my bones. No, baby, don't, baby, don't. Don't you know, gotta keep on dancing. When you're staring, yeah, baby, keep on standing. Gotta keep on dancing. I know you can't stand it. Feel it in my bones, don't you know? Keep on dancing. Gotta keep dancing. Just keep dancing. Keep on dancing. They must keep on dancing. Why me to need them? They must keep on dancing. Must remember what my grandmother said. Keep dancing. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Bones de Tokayo. Vous êtes bien de retour au Labo des Savoirs. Nous sommes en compagnie de Sandrine Guillou, microbiologiste et directrice de l'unité Sécalim à Nantes. Alors on arrive bientôt à la fin de cette émission et je voulais faire un petit point chiffre parce qu'une étude européenne vient de sortir sur les citoyens et la sécurité des aliments en Europe. Cette étude a été réalisée par l'ESFA, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments. Tous les liens seront sur le site internet du Labo des Savoirs. On apprend dans cette étude que les facteurs principaux que les Français regardent quand ils achètent des produits sont en première place le coût, en deuxième place juste après le goût et en troisième position la sécurité alimentaire, ce qui concerne 46% des personnes interrogées. Cette troisième position est à peu près à la même place que la provenance des aliments, provenance géographique. Est-ce que ces chiffres vous semblent surprenants ou plutôt logiques, Sandrine Guillou ?
Alors, ce n'est pas ceux que vous avez sous les yeux, ça c'est pour la deuxième question. D'accord. Ok. Mais c'est vraiment les chiffres de ce que les consommateurs regardent en premier. Et donc, ouais, troisième place, la sécurité alimentaire, ça semble quand même les préoccuper. Oui, oui, c'est certain. Surtout la présence des additifs. Je pense que depuis quelques années, on commence avec il y a peut-être des petites applis qui se sont développées aussi pour que les consommateurs regardent un petit peu les étiquettes de ce qu'ils consomment et du coup s'interrogent sur la présence de certains additifs dans les aliments. Et du coup, ça effectivement, ça les préoccupe. Alors, dans cette fameuse étude qui a été faite par l'ESFA, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, une question qui a été posée, c'était sur la connaissance et la perception des risques. Il y a plusieurs questions générales qui ont été posées donc à un panel de citoyens européens. Et dans les risques que les citoyens regardent en premier, donc il y a les additifs, vous en avez parlé, les colorants, les conservateurs qui préoccupent beaucoup. Il y a les résidus de pesticides aussi, puisqu'on en parle souvent dans l'actualité. Et alors en 6e position seulement, les intoxications alimentaires qui proviennent des aliments qui seraient causés par des bactéries, des virus ou des parasites. Donc les intoxications alimentaires ne sont pas parmi les préoccupations les plus importantes des citoyens. Est-ce qu'elles devraient? En Europe, on est quand même assez bien protégé vis-à-vis des intoxications alimentaires. Donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant ces résultats d'études. Alors peut-être que si on reposait la question là bientôt là aux consommateurs, peut-être que les réponses seraient différentes puisque au gré des scandales alimentaires, on peut aussi avoir des réactions différentes. Là, il y a quand même eu deux scandales en très peu de temps. Donc je pense que c'est vrai que si on reposait la question, peut-être que ça remonterait dans les sondages. Non, justement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en Europe, les consommateurs sont quand même très bien protégés, en fait, puisque du coup, le système réglementaire est quand même très performant. Là où c'est problématique, en fait, ce sont dans les pays en voie de développement. Donc en Europe, en fait, il y a 23 millions de personnes qui tombent malades chaque année à cause de maladies d'origine alimentaire. Et 5000 personnes qui décèdent en fait à l'issue de ces maladies, ce qui est quand même assez faible au regard des autres maladies type cardiovasculaires, etc. Donc, par contre, c'est vrai que si on regarde ce qui se passe dans les pays en voie de développement, là, du coup, c'est beaucoup plus important. En Afrique, il y a plus de 91 millions de personnes qui tombent malades, par exemple, et ça touche beaucoup les jeunes enfants. On va dire qu'en Europe, même si c'est vrai que, puisque moi je travaille au niveau de la sécurité microbiologique des aliments, c'est effectivement important de travailler sur ce sujet-là. Mais finalement, les risques d'obésité seraient plus préoccupants que les risques d'avoir une toxi-infection alimentaire, en fait. Puisque du coup, le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire du fait des problèmes d'obésité est beaucoup plus important que le risque d'avoir une toxi-infection alimentaire. Donc on est plutôt bien lotis finalement. Merci beaucoup Sandrine Guillot d'avoir répondu à mes questions. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à notre invitée Sandrine Guillou, directrice de l'unité Secalim de l'INRAE et Oneris, d'être venue en plateau nous éclairer sur cette extraordinaire biodiversité bactérienne qui nous empoisonne parfois un peu la vie. Merci à Nolwenn pour sa chronique que vous pouvez retrouver en version écrite sur notre site internet et merci à Dounia pour la réalisation de l'émission. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.